Laissez-la partir, nous ne paierons pas l'opération, a dit mon père au médecin alors que j'étais dans le coma. Il a signé l'ordre de ne pas réanimer pour économiser de l'argent. Quand je me suis réveillé, je n'ai rien dit. J'ai fait quelque chose de bien pire qu'il a ruiné en 24 heures. Je m'appelle Wendy Thomas. J'ai 29 ans. Je suis infirmière diplômée. Laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération, a dit mon père au médecin alors que je gisais dans le coma, des tubes dans la gorge, le cœur battant à peine. Il l'a dit de la même manière qu'on résilierait un abonnement. Sans hésitation, sans la voix qui tremble. Il a signé l'ordre de ne pas réanimer à 23h18, un mardi soir. Non pas parce que les médecins lui avaient dit que j'étais condamné, mais parce que le service facturation lui avait donné un chiffre. C'est tout ce qu'il a fallu, un simple chiffre. Et quand je me suis réveillé 3 semaines plus tard, contusionné, brisé, à peine capable de soulever ma propre tête, j'ai découvert que cet ordre de ne pas réanimer n'était même pas la pire chose qu'il avait faite pendant que j'étais inconsciente. Ce que j'ai fait dans les 24 heures qui ont suivi n'a pas seulement changé ma vie, cela a fait s'effondrer la sienne. Et il n'a rien vu venir, parce qu'il avait oublié une chose à mon sujet. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez sincèrement à cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous ramener 7 mois plus tôt, au jour où ma grand-mère est décédée et où tout a commencé à s'effilocher. Je suis né avec un trou dans le cœur, une communication interventriculaire. C'est comme ça que le cardiologue l'a appelé. J'avais 4 ans quand ils ont ouvert ma poitrine. L'opération a duré 11 heures. La facture, elle, a pris 20 ans à mes parents pour être oubliée. Ou plutôt, cela a pris 20 ans à ma mère pour l'oublier. Mon père, lui, ne l'a jamais fait. Tu sais combien tu coûtes à cette famille, Wendy? J'avais 8 ans la première fois qu'il l'a dit. J'avais demandé de nouvelles baskets. Les miennes avaient une fissure le long de la semelle, et mes chaussettes étaient mouillées à chaque fois qu'il pleuvait. Il était assis à la table de la cuisine, avec une pile de factures médicales. Il n'a pas levé les yeux. 214 000 $. C'est ce que tu as coûté. Je n'ai pas eu les baskets. À l'âge de 12 ans, j'avais arrêté de demander quoi que ce soit. À 15 ans, je faisais du babysitting dans 3 maisons de notre quartier, pour payer mes propres fournitures scolaires. À 18 ans, j'ai signé mon premier prêt étudiant toute seule, tandis que ma sœur aînée, Meredith, faisait ses valises pour l'université d'État que mes parents finançaient intégralement. Personne n'a remis ça en question. Meredith a eu une voiture à 16 ans. Moi, je prenais le bus. Meredith a eu ses frais de scolarité payés. Moi, j'ai eu un plan de remboursement. Meredith a eu des dîners d'anniversaire au restaurant. Moi, j'ai eu un gâteau sorti d'une boîte et une carte signée uniquement par ma mère. Et j'ai accepté tout cela. C'est la partie la plus difficile à expliquer. Je n'étais pas en colère. Je croyais sincèrement que je leur étais redevable. Mon père l'avait répété tant de fois, tu coûtes tout à cette famille. Cette dette semblait aussi réelle que la cicatrice sur ma poitrine. Je la portais comme je portais mon badge d'infirmière, chaque jour, sans y penser. La seule personne qui n'a jamais mentionné cette dette, c'était ma grand-mère, Lillian. Lillian Price vivait seule, dans une petite maison en briques sur Elm Street, à Norristown, en Pennsylvanie. 2 chambres, une salle de bain, une balancelle sous le porche qui grinçait quand le vent soufflait. Elle avait vécu là pendant 41 ans, elle y avait élevé ma mère, elle y avait enterré mon grand-père, et elle avait gardé le jardin en vie à travers chaque hiver depuis. J'ai commencé à lui rendre visite chaque samedi quand j'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'école d'infirmière, noyé sous les dettes étudiantes. Je faisais 40 minutes de route, aller-retour, je lui apportais ses courses, je vérifiais sa tension, je m'asseyais sur cette balancelle, et je l'écoutais parler de tout et de rien. Elle n'a jamais dit une seule fois, tu me dois quelque chose. Elle disait des choses comme, raconte-moi ta semaine, ma chérie, et as-tu mangé aujourd'hui? Et une fois, vers la fin, ses mains tremblantes, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Je me suis occupé des choses pour toi, Wendy. Le moment venu, un homme nommé Kesley te trouvera. J'ai souri et j'ai serré sa main. Je pensais qu'elle était confuse. Elle devenait comme ça parfois, ou du moins je le croyais. Elle avait 84 ans. Je supposais que c'était les médicaments qui parlaient.
Mon père détestait que je lui rende visite. Tu gaspilles de l'essence, disait-il. Elle ne se souvient même pas de ton nom. C'était un mensonge. Lilian était vive d'esprit jusqu'à son dernier souffle. Elle se souvenait de tout, y compris des choses que mon père aurait souhaité qu'elle oublie. Elle est morte un jeudi de mars. Tranquillement, dans son sommeil, dans cette maison en briques sur M Street. Mon père a organisé les funérailles, petites, rapides. Il ne m'a pas laissé lire d'éloges funèbres. Fais court, a-t-il dit à la porte du funérarium. On ne va pas en faire un spectacle. Je me suis tenu au dernier rang et j'ai dit au revoir en silence. Lilian avait dit que Kesley me trouverait. Je ne savais pas qui était Kesley. Pas encore. Il faudrait un coma, un ordre de mort signé, et 4 jours dans un lit d'hôpital avant que ce nom ne signifie quoi que ce soit. 3 mois après les funérailles de Lilian, je rentrais chez moi après une garde de nuit de 12 heures à l'hôpital. Il était 4h17 du matin. Route 202, plus légère. Je me souviens de l'horloge sur mon tableau de bord parce que je calculais combien d'heures de sommeil je pourrais avoir avant ma prochaine garde. 6, si je sautais le petit déjeuner. 5, si je prenais une douche. Je n'ai plus jamais fait ce calcul. La camionnette a grillé le feu rouge à 80 km/h. Elle a percuté le côté conducteur de ma voiture si fort que le châssis s'est plié vers l'intérieur comme du papier. Je ne me souviens pas du bruit. Je ne me souviens pas du verre. On m'a dit que j'étais consciente pendant environ 90 secondes après l'impact, assez longtemps pour que l'ambulancier m'entende dire mon nom, puis plus rien. Gonflement cérébral traumatique, 4 côtes cassées, hémorragie interne. L'équipe des urgences de Sainte-Catherine, mon propre hôpital, l'endroit où je pointais 5 jours par semaine, m'a ouverte dans l'heure. Mais le saignement ne s'arrêtait pas. Ils avaient besoin d'une deuxième opération, d'un spécialiste, de plus de temps au bloc, et quelqu'un devait l'autoriser. Je n'avais pas de mari, pas d'enfant. Le contact d'urgence sur mon dossier hospitalier était le même nom qui y figurait depuis mes 18 ans, parce que mon père avait insisté pour que ce soit le cas. Gérald Thomas, plus proche parent. Ils l'ont appelé à 22h30 ce soir-là. Il est arrivé à 22h47. Je connais l'heure exacte parce que la réception l'a enregistré. Il n'est pas allé dans ma chambre en premier. Il n'a pas demandé à l'infirmière comment j'allais. Il n'a pas demandé si je souffrais, ou si j'avais peur, ou si je m'étais réveillé ne serait-ce qu'une fois. Il a marché directement vers le service facturation et il a posé une seule question. Combien cela va-t-il coûter ? J'ai appris ce qui s'est passé ensuite par une femme nommée Patricia Walsh. Tout le monde à Sainte-Catherine l'appelait Pat. C'était notre infirmière en chef, 28 ans de service, une voix comme du gravier et une mémoire qui ne ratait rien. Pat était au poste des infirmières quand mon père est sorti de la facturation et a trouvé le docteur Richard Haye, le chirurgien qui s'occupait de mon cas. Elle a entendu chaque mot. La deuxième opération, a dit mon père, quelle est l'estimation ? Le docteur Haye le lui a dit. 180 à 240, selon les complications. L'assurance en couvrirait une partie, mais il y aurait un reste à charge important, surtout parce que mon père était co-signataire de certains de mes anciens comptes médicaux. Il avait insisté là-dessus quand j'avais 18 ans. Je pensais que c'était de la gentillesse. C'était une laisse. Mon père n'a pas cligné des yeux. Elle n'a pas de mandataire médical, a-t-il dit. Je suis son père. C'est moi qui prends les décisions ici. Le docteur a hoché la tête prudemment. C'est le protocole quand aucun mandataire n'est enregistré. Le plus proche parent intervient. Et puis mon père l'a dit. Laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération. Pat m'a dit plus tard que le docteur Haye n'a pas répondu immédiatement. Il a fixé mon père pendant un long moment. Mon père n'a pas détourné le regard. Elle a été un fardeau financier toute sa vie, a dit mon père. Ne réanimez pas. Il a signé le formulaire de non-réanimation, DNR. Sa main était stable, sans hésitation. Il a posé le stylo, a demandé s'il y avait autre chose qu'il devait signer, et a marché vers l'ascenseur. Il n'a pas visité ma chambre. Il n'a pas regardé à travers la vitre. Il n'a pas dit au revoir. Pat se tenait derrière le comptoir du poste, agrippant le bord à 2 mains. Elle m'a dit que ses articulations étaient blanches. Elle m'a dit qu'elle voulait crier. Elle n'a pas crié.
Elle a fait quelque chose de mieux. Elle s'est assise et a ouvert mon dossier d'employé. Chaque infirmière à Sainte-Catherine remplit un dossier d'urgence lors de son embauche. Coordonnées, assurance, allergie, et la désignation d'un mandataire médical. La plupart des gens sautent cette dernière section. Pas moi. 3 ans avant cette nuit-là, j'avais signé ma procuration médicale au nom de Deborah Owens. Deborah était ma meilleure amie de l'école d'infirmière. Elle vivait à 45 minutes de là, à Cherry Hill, dans le New Jersey. Elle était clairement listée sur mon dossier d'employé. Nom, numéro de téléphone, relation. Pat l'a trouvée en moins de 2 minutes. Elle a appelé Deborah à 23h14. Deborah a décroché à la 2e sonnerie. Pat lui a dit ce qui s'était passé, l'accident, le coma, l'opération qui nécessitait une autorisation, et un père qui venait de signer un ordre pour laisser sa fille mourir. Deborah n'a pas posé de questions. Elle a dit « Je pars maintenant ». Elle a conduit 90 minutes sous la pluie. Elle est entrée à Sainte-Catherine à minuit 51 avec son permis de conduire, une copie du formulaire de procuration qu'elle avait gardé dans son classeur, et des mains qui tremblaient encore. Elle a révoqué l'ordre de ne pas réanimer. Elle a autorisé l'opération. Le docteur s'est préparé pour le bloc dans l'heure. Mon père était déjà rentré chez lui à ce moment-là, endormi. Il ne savait pas que le DNR avait été annulé. Pour autant qu'il sache, les machines s'arrêteraient, et l'hôpital l'appellerait le matin avec la nouvelle. Pat ne l'a pas appelé. Deborah non plus. Personne ne l'a fait. Au lieu de cela, Pat a fait une chose de plus avant la fin de son service. Elle a ouvert un rapport d'incident interne, le genre qu'on remplit lorsqu'un membre du personnel est témoin d'un problème de protocole. Elle a documenté chaque mot que mon père avait dit, les horodatages, la signature du DNR, et le fait qu'il avait faussement prétendu que je n'avais pas de mandataire médical. Elle l'a classé, a verrouillé son ordinateur, et s'est assise seule dans la salle de repos pendant 20 minutes. Gérald Thomas est rentré chez lui ce soir-là en croyant que sa fille serait morte au matin. Il a dormi profondément, et le lendemain, il a commis sa 2e erreur. Celle qui allait lui coûter tout ce qu'il possédait. Mon père s'est réveillé le lendemain matin en attendant un appel de l'hôpital. 1 heure de décès, peut-être un formulaire à signer. Il avait déjà répété ce qu'il dirait aux gens. Je pouvais l'imaginer. Le trémolo dans sa voix, la main sur son cœur. Nous l'avons perdu. Les blessures étaient tout simplement trop graves. Mais l'appel n'est pas venu. Non pas parce que quelqu'un lui a dit que j'étais en vie. Il n'est tout simplement pas venu. Et plutôt que d'appeler l'hôpital lui-même, plutôt que de conduire jusque-là et de prendre des nouvelles de sa plus jeune fille, Gérald Thomas a passé ce mercredi matin à faire toute autre chose. Il est allé voler ma maison. Voici ce que je ne savais pas à l'époque. Ce que je n'apprendrai que des semaines plus tard. Ma grand-mère, Lillian, avait déjà transféré la maison de Norristown à mon nom avant de mourir. L'acte avait été géré par son avocat personnel. C'était propre, légal, déposé auprès du comté, et mon père ne savait pas que cela existait. Ce qu'il savait, c'était que Lillian était partie. La maison était vide, et quelqu'un allait la réclamer, alors il s'est assuré que ce quelqu'un soit lui. Il avait un document de procuration. Ma signature y figurait, sauf que je ne l'avais jamais signé. Il avait décalqué mon écriture à partir de vieux formulaires de consentement médical, ce qu'il m'avait fait signer quand j'avais à peine 18 ans et que je ne savais pas mieux faire. Il a apporté la fausse procuration à un notaire qu'il connaissait, un homme nommé Karl, qui lui devait une faveur et ne posait pas de questions. Karl l'a tamponné. Gérald a déposé le transfert de propriété au bureau d'enregistrement du comté cet après-midi-là. Le jeudi, la maison était à son nom. Le vendredi, il est entré dans une banque et a contracté une hypothèque dessus. 280 000 $ en liquide, en main, en une semaine. L'argent n'est pas allé vers mes factures médicales. Il n'est pas allé sur un compte d'épargne. Il est allé payer des dettes de jeu. Des dettes dont personne dans notre famille, dans notre église, dans notre quartier ne soupçonnait l'existence. Il ne savait pas que la maison était déjà à mon nom. Il ne savait pas comment elle y était arrivée. Et il ne savait certainement pas pour l'homme que ma grand-mère appelait Kesley. Mais voilà le truc avec les fausses signatures. Elles ne tiennent que tant que personne ne regarde de près. Et quelqu'un était sur le point de regarder de très, très près. J'ai ouvert les yeux un mardi.
3 semaines après l'accident, la lumière était bleu-blanc, le genre qui n'existe que dans les hôpitaux. Trop brillante, trop plate, aucune chaleur. Je connaissais cette lumière. J'avais travaillé dessous pendant 6 ans, mais je n'avais jamais été de ce côté-ci auparavant. Ma gorge était à vif. Le tube respiratoire avait été retiré, mais je pouvais encore sentir où il avait été, comme un bleu à l'intérieur de ma poitrine. Mes côtes me faisaient mal quand j'inspirais. Mon bras gauche était dans un plâtre souple. Tout était lourd. Même cligner des yeux demandait un effort. Le premier visage que j'ai vu était celui de Pat. Pas celui de mon père. Pas celui de mes sœurs. Pat. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant mes moniteurs. Quand elle a vu mes yeux s'ouvrir, elle n'a pas halté ni ne s'est précipitée. Elle a tiré une chaise à mon chevet et s'est assise. Elle a pris ma main. Sa poigne était ferme et chaude. « Tu es en sécurité, a-t-elle dit. Je dois te dire certaines choses. Pas maintenant. Quand tu seras prête. J'ai essayé de parler. Ma voix est sortie brisée. À peine un murmure. Combien de temps? 3 semaines. L'opération s'est bien passée. Tu vas t'en sortir. J'ai refermé les yeux. Non pas parce que j'étais fatigué. Mais parce que j'essayais de me rappeler comment j'avais atterri ici. La camionnette, le feu rouge, le bruit de la porte qui s'ouvre. Mon père est entré à 14h17 cet après-midi-là. Les infirmières l'ont noté. Je le sais parce que j'ai vérifié plus tard. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte pendant un moment. J'ai observé son visage attentivement. Il y avait quelque chose là, une lueur, une demi-seconde avant que son expression ne se réorganise en quelque chose de plus doux, quelque chose de répété. J'ai lu 1000 visages aux soins intensifs. La peur de perdre quelqu'un a l'air différente de la peur de se faire prendre. Il s'est précipité à mon chevet. Il a saisi ma main. Des larmes coulaient sur ses joues. Oh, ma chérie, on a eu si peur. Dieu merci. Dieu merci, tu vas bien. Je l'ai regardé, lui, ses larmes, sa lèvre tremblante. Salut, papa, ai-je dit. Meredith a envoyé des fleurs ce soir-là, un bouquet générique d'un fleuriste en ligne. Elle n'est pas venue. 2 jours plus tard, je pouvais m'asseoir toute seule. Pat a attendu le changement d'équipe de l'après-midi, quand le couloir était calme et que la porte pouvait rester fermée sans que personne ne demande pourquoi. Elle a tiré la même chaise vers mon lit. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle est restée là un moment, me regardant comme si elle essayait de décider par où commencer. Dis-le simplement, Pat. Elle s'est assise. La nuit de ton accident, ton père est venu à l'hôpital. Je sais. Il m'a dit qu'il était là tous les jours. Il n'y était pas. Il est venu une fois. Cette nuit-là, il a parlé au docteur Hay. Il a demandé le coût de ton opération. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai gardé ma main immobile sur la couverture. Il a dit au docteur Hay que tu n'avais pas de mandataire médical. Il a dit qu'il était le seul décideur, et ensuite il a signé un ordre de ne pas réanimer. La chambre était calme. Le moniteur bipait. J'ai compté 3 bips avant de parler. Il a signé un DNR. Oui. Sur moi. Oui. Qu'a-t-il dit exactement? Pat m'a regardé fixement. Laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération. Elle a été un fardeau financier toute sa vie. J'ai fermé les yeux, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que j'avais enfin les mots pour quelque chose que j'avais ressenti toute ma vie. La forme d'une vérité que j'avais toujours connue, mais jamais entendue à haute voix. J'étais une ligne comptable, un coût, un chiffre sur une facture qui ne cessait de grandir. J'ai ouvert les yeux. Comment suis-je en vie? J'ai trouvé ton mandataire dans ton dossier d'employé, Deborah Owens. Je l'ai appelée. Elle a conduit jusqu'ici au milieu de la nuit et a autorisé l'opération. Est-ce que c'est enregistré, ce qu'il a fait? Rapport d'incident déposé et horodaté avec ces mots exacts. J'ai fixé le plafond pendant un long moment. Puis j'ai regardé Pat. Donne-moi mon téléphone. Elle a fouillé dans le tiroir de ma table de chevet et me l'a tendu. Je l'ai allumé. 32 appels manqués de mon père. 11 de Meredith.
J'ai fait défiler tout ça. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé un nom que je n'avais pas appelé depuis des mois. Un nom que ma grand-mère m'avait donné. KESLER. Le téléphone a sonné 2 fois. Ici Donald Kesley. La voix était calme, mesurée, le genre de voix qui a lu 10 000 documents et n'est surprise par aucun d'entre eux. Monsieur Kesley, je m'appelle Wendy Thomas. Je crois que ma grand-mère. Mademoiselle Thomas, m'a-t-il coupé doucement. J'essaie de vous joindre depuis 4 mois. J'ai serré le téléphone plus fort. Mes côtes ont protesté. Je m'en fichais. Il a expliqué. Lillian Price était venue à son bureau 2 ans avant de mourir. Elle s'était assise en face de son bureau, l'œil vif et l'esprit clair, et lui avait dit qu'elle voulait faire un testament, non pas par l'intermédiaire de l'avocat de la famille, non pas par l'intermédiaire de quelqu'un que son gendre pourrait connaître, mais par son intermédiaire à lui, en privé. Notarié par son propre personnel, scellé. Le testament était simple. La maison sur Elm Street à Norristown pour Wendy Marie Thomas, uniquement. Un compte en fiducie contenant 85 000 $ pour Wendy Marie Thomas, uniquement. Pas d'autre nom, pas de conditions. Il a été homologué il y a 5 mois, a dit Kesley. Le tribunal l'a confirmé. Le transfert de propriété à votre nom a été déposé et enregistré. J'ai envoyé des lettres recommandées à votre adresse. Elles ont été retournées. J'ai appelé votre numéro de téléphone listé. Quelqu'un m'a dit que vous aviez déménagé hors de l'État et que vous ne vouliez pas être contacté. Mon père. C'était la voix de mon père au bout du fil, disant à Kesley que j'étais parti. Je suis à l'hôpital, monsieur Kesley. J'ai eu un accident de voiture. J'ai été dans le coma pendant 3 semaines. Une pause. Je suis désolé d'entendre cela, mademoiselle Thomas. La maison, ai-je dit. Est-elle toujours à mon nom? Une pause plus longue. Laissez-moi sortir les registres actuels des actes. Je vous rappelle dans l'heure. J'ai raccroché et posé le téléphone sur ma poitrine. Pat était toujours dans la chambre, debout près de la porte. Votre grand-mère m'a dit que vous appelleriez, avait dit Kesley avant de raccrocher. Elle a dit, Wendy s'en sort toujours. Donnez-lui juste du temps. 1 heure. C'est tout ce qu'il a fallu à Donald Kesley pour découvrir ce que mon père avait fait, et pour que mon plan commence. Le téléphone a sonné 53 minutes plus tard. La voix de Kesley était différente maintenant, toujours mesurée, mais il y avait une pointe de tension en dessous. La tension contrôlée d'un homme qui vient de lire quelque chose qu'il n'attendait pas. Mademoiselle Thomas, l'acte de propriété de votre grand-mère a été transféré hors de votre nom il y a 3 semaines. J'ai fixé la perfusion sur mon bras, comptez les gouttes. 1, 2, 3. Transféré à qui? Gérald Thomas, votre père. En utilisant une procuration. Je n'ai jamais signé de procuration, monsieur Kesley. Je sais que vous ne l'avez pas fait, parce que j'ai le transfert d'acte original de l'homologation. Votre nom notarié par mon bureau. Aucune procuration n'a jamais été autorisée par vous ou enregistrée par mon cabinet. Donc, c'est un faux. C'est mon évaluation. Oui. Et il y a plus. J'ai lancé une recherche de privilèges sur la propriété. Une hypothèque a été enregistrée dessus il y a 6 jours. 280 000 $. Le chiffre s'est assis dans la pièce comme une 3e personne. Je pouvais entendre Kesley respirer à l'autre bout, attendant. Il a hypothéqué la maison. Je crains que oui. J'ai attrapé le stylo sur ma table de chevet. Ma main ne tremblait pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que rien de tout cela n'était surprenant. Peut-être parce que j'avais passé 29 ans à apprendre exactement qui était mon père. Et ceci était simplement la leçon finale. J'ai noté chaque numéro que Kesley m'a donné, le montant de l'hypothèque, la date d'enregistrement, le créancier, le numéro de tampon du notaire. Mademoiselle Thomas, voulez-vous porter plainte? Pas encore. Je veux voir jusqu'où cela va d'abord. Il y a une dernière chose, a dit Kesley. Votre grand-mère vous a laissé une lettre, scellée. Elle m'a demandé de vous la remettre en personne, uniquement à vous. J'ai posé le stylo. Quand pouvez-vous venir à l'hôpital? Demain matin, 9 h. Je serai là. J'ai raccroché, noté le dernier numéro, puis je me suis tourné vers Pat,
qui s'était tenu silencieusement près de la fenêtre tout ce temps. Pat, ai-je dit, à quelle heure mon père a-t-il signé le DNR? 23h18. J'ai noté ça aussi. Gérald Thomas a rendu visite à sa fille le lendemain après-midi avec un bouquet de roses jaunes et un tupperware de pain à la banane que Meredith avait préparé. Il a posé les deux sur la table à côté de mon lit, a embrassé mon front, et s'est assis avec le soupir d'un homme portant un énorme fardeau. Il était doué pour ça, la performance. Je l'avais regardé toute ma vie. Aux réunions parents-profs, au repas de l'église, au dîner de fête, le père fatigué, le pourvoyeur silencieux, l'homme qui a tout sacrifié et ne s'est jamais plaint. Les médecins disent que tu sortiras dans une semaine, a-t-il dit en serrant ma main. Nous nous occuperons de tout. Merci, papa. Meredith est venue cette fois. Première visite depuis l'accident. Elle se tenait au pied de mon lit avec son téléphone à la main et un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. On était si inquiets, a-t-elle dit. Je n'ai pas pu dormir pendant des semaines. Je l'ai regardée. Elle a regardé la fenêtre. Mon père s'est penché en avant, sa voix basse et chaleureuse. La voix qu'il utilisait quand il voulait que vous vous sentiez soutenu. Ne t'inquiète pas pour les factures médicales, ma chérie. On trouvera une solution en famille. C'est ce que font les familles. C'est ce que font les familles. L'homme qui avait signé mon arrêt de mort était assis à mon chevet, tenant ma main, me parlant de famille. En famille, ai-je répété. J'ai serré sa main en retour. J'ai souri. Il a souri aussi, satisfait. Il pensait que le scénario fonctionnait. Ils sont restés 40 minutes. Gérald a parlé de la météo, des Phillies, d'une fuite qu'il avait réparée pour un client samedi. Meredith a vérifié son téléphone 11 fois. Puis ils sont partis. J'ai regardé la porte se fermer derrière eux. Je suis resté immobile pendant 10 secondes. La chambre était silencieuse. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Kesley. Monsieur Kesley, quand pouvez-vous venir? Apportez la lettre. Donald Kesley est arrivé à 9h le lendemain matin. Il était plus petit que je ne l'avais imaginé. Un homme calme dans un costume gris, des lunettes à monture argentée, une mallette en cuir qui avait vu des décennies d'utilisation. Il m'a serré la main doucement, faisant attention à la perfusion, et a tiré une chaise à côté de mon lit. Votre grand-mère parlait souvent de vous, a-t-il dit. À chaque réunion, elle vous mentionnait. Il a ouvert la mallette. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier craft, scellée. L'écriture de Lilian sur le devant. Juste mon nom, Wendy. J'ai brisé le sceau soigneusement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée en deux. Son écriture était fine mais stable. Elle avait écrit ceci tant qu'elle pouvait encore tenir un stylo. Wendy, je sais que ton père essaiera de tout prendre, comme il l'a déjà fait au fil des ans. Ma pension, mes économies, des choses que je ne t'ai jamais dites parce que je ne voulais pas briser la famille. C'était mon erreur. N'en fais pas la tienne. La maison est à toi. L'argent est à toi. Monsieur Kesley a tous les papiers. Ne laisse personne prendre ce qui est à toi. Pas même ton père. Surtout ton père. Tu es plus forte que moi, ma chérie. Tu l'as toujours été. Je suis désolé de ne pas avoir dit ça tant que je pouvais encore te tenir la main. J'ai pleuré pour la première fois depuis que je m'étais réveillé, depuis l'accident, depuis les mots de Pat, depuis chaque révélation froide qui s'était empilée sur la précédente comme des briques. J'ai pleuré, non pas parce que j'étais faible, mais parce que ma grand-mère m'avait vu, tout de moi, et qu'elle avait planifié ce moment comme elle planifiait tout, tranquillement, soigneusement, avec un amour qui n'avait pas besoin d'applaudissements. Kesley a attendu. Il a posé un dossier épais sur la couverture à côté de moi quand j'ai été prête. Le testament original, les dossiers d'homologation, le transfert de propriété à mon nom, et la recherche de privilèges montrant l'hypothèque de mon père. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, a-t-il dit. Que voulez-vous faire? J'ai essuyé mon visage, je me suis redressé. Mes côtes ont hurlé. Je m'en fichais. Je veux faire ça bien. Je veux faire ça publiquement, et je veux que ce soit fait avant dimanche. Kesley a haussé un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a dimanche? Notre église tient son rassemblement communautaire mensuel. Mon père est diacre. Il ne le rate jamais. Ok,
je dois faire une pause ici une seconde. Si vous regardez ceci et que vous pensez, je sais exactement ce que ça fait, ou si vous êtes assis là à vous demander, qu'est-ce qu'elle va faire dimanche? Laissez un commentaire tout de suite. Dites-moi. Devrait-elle le confronter publiquement ou régler ça en privé? Je veux vraiment savoir ce que vous feriez. Maintenant, retour à l'histoire. 5 jours après mon réveil, ils m'ont laissé sortir. J'étais encore endolorie, encore lente, encore contusionnée à des endroits que je ne pouvais pas voir. Mais je pouvais marcher, je pouvais penser, et je pouvais prendre des décisions, ce qui était tout ce qui comptait. Mon père est arrivé à 10 heures du matin pour venir me chercher. Il avait apporté une valise. Tu restes avec nous jusqu'à ce que tu récupères, a-t-il dit. Il n'a pas demandé. Il l'a annoncé comme il annonçait tout. Pas de discussion. C'est gentil de ta part, papa. Mais Déborah vient me chercher. Elle a une chambre d'amis. Son visage a changé. Pas de façon spectaculaire. Gérald Thomas ne laissait jamais le masque glisser trop loin, mais les coins de sa bouche se sont tendus. Tu préférerais rester avec une étrangère plutôt qu'avec ta propre famille. Ce n'est pas une étrangère. Elle est mon contact d'urgence depuis 3 ans. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Un calcul, mais ça n'a pas atterri. Il n'a pas fait le lien avec la procuration. Pas encore. Bien, a-t-il dit. Il a ramassé la valise qu'il avait apportée et est sorti sans dire au revoir. Ce soir-là, Meredith a envoyé un texto, « Papa est contrarié. Tu es ingrate. » Après tout ce qu'il a traversé. Je l'ai lu. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. À l'appartement de Déborah, je me suis assise à sa table de cuisine et j'ai appelé Kesley. Nous avons passé en revue le calendrier. Il a confirmé les dépôts. Motion au tribunal pour annuler l'acte frauduleux. Rapport de police pour faux. Notification au prêteur hypothécaire concernant le titre contesté. Tout était prêt, tout était en ordre. Dimanche, ai-je dit. Dimanche, a-t-il convenu. Cette nuit-là, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'avais besoin de l'entendre. Au fait, a-t-il dit, son ton décontracté, presque répété. La maison de grand-mère Lilian. Je me suis occupé des affaires de succession. Ne t'inquiète pas pour ça. Je t'expliquerai quand tu te sentiras mieux. Il me testait, vérifiait le périmètre, voyait si je savais. D'accord, papa, ai-je dit. Merci de t'en occuper. J'ai raccroché, posé le téléphone face contre table. Déborah m'observait depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Comment tu fais ça, a-t-elle demandé. Comment fais-tu pour avoir l'air si calme? L'entraînement, ai-je dit. 29 ans d'entraînement. Laissez-moi vous parler de l'église de mon père. La First Grace Community Church se trouve sur une route bordée d'arbres dans une banlieue à l'ouest de Philadelphie. Clocher blanc, briques rouges, parking qui se remplit chaque dimanche avant 9h45. Environ 120 personnes y assistent chaque semaine. Des familles, des retraités, des petits entrepreneurs, des enseignants, le genre de congrégation où tout le monde connaît votre nom, le nom de vos enfants, et ce que vous avez apporté au dernier repas partage. Gérald Thomas y était diacre depuis 15 ans. Il faisait l'accueil à la porte. Il lisait les Écritures au pupitre. Il organisait le petit déjeuner des hommes. Il serrait chaque main dans la salle après le service, regardait les gens dans les yeux, demandait des nouvelles de leurs enfants. Quand l'église a eu besoin d'un nouveau toit, Gérald a mené la campagne de collecte de fonds. Quand la chaudière de quelqu'un tombait en panne en janvier, Gérald la réparait gratuitement et ne prenait pas $1. Le pasteur David le mentionnait dans ses sermons. Un homme de foi et de sacrifice. C'était la phrase. Je l'avais entendue tant de fois que je pouvais la sentir dans mes dents. Chaque premier dimanche du mois, l'église organisait un repas communautaire dans la salle paroissiale. Table pliante, plat à gratin, assiette en carton, un micro sur pied près du devant où les gens partageaient bénédictions et prières. Gérald prenait toujours la parole. Il parlait toujours de gratitude, de famille, de ce que signifiait donner sans rien attendre en retour. 120 personnes croyaient chaque mot. Ce dimanche à venir était le premier dimanche du mois. J'ai appelé Kesley le samedi soir. Pouvez-vous être là à midi?
Je serai là à 11h30. J'ai raccroché et je me suis assise sur le canapé de Déborah. Mes côtes me faisaient encore mal quand je respirais trop profondément. Les bleus sur mes avant-bras étaient passés du violet au jaune. Je pouvais marcher sans grimacer maintenant, lentement mais droite. Je ne prévoyais pas une scène. Je prévoyais une conversation, mais quand 120 personnes sont dans la pièce, chaque conversation devient une scène. Dimanche matin, 7h. Je me suis réveillé avant le réveil. Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain de Déborah et je me suis regardé. Le bleu le long de ma mâchoire avait presque disparu. Celui sous mon œil gauche avait viré au vert pâle. Ma clavicule était encore douloureuse quand je levais le bras trop haut. Je ressemblais à quelqu'un qui avait été percuté par un camion, parce que c'était le cas. J'ai mis une chemise blanche boutonnée et un pantalon noir. Simple, propre, pas de bijoux sauf les petits clous en argent que Lilian m'avait offerts pour mon 21e anniversaire. J'ai tiré mes cheveux en arrière, lavé mon visage, je ne me suis pas embêté avec le maquillage. J'ai pris le dossier cartonné sur la table de la cuisine. À l'intérieur, des copies du testament de Lilian, l'acte original à mon nom, les registres de privilèges du comté montrant l'hypothèque de mon père, et le rapport d'incident expurgé que Pat m'avait fourni, celui avec les mots de mon père imprimés à l'encre noire sur papier à en-tête de l'hôpital. J'ai glissé le dossier dans mon sac. Déborah a conduit. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle a tourné sur la route de l'église à 11h20 et s'est garée près du fond du parking. Le clocher attrapait le soleil. « Tu es sûr de toi ?» a-t-elle demandé. Je n'ai jamais été aussi sûr. Elle a serré ma main. Quoi qu'il arrive là-dedans, je serai juste dehors. J'ai hoché la tête. J'ai ouvert la portière de la voiture. Kesley était déjà là. Je l'ai repéré près de l'entrée. Costume gris, mallette en cuir, debout près du mât de drapeau avec la patience d'un homme qui facture à l'heure et qui n'a nulle part ailleurs où aller. Il m'a vu. Il a fait un simple signe de tête. J'ai franchi les portes d'entrée. Le service était déjà en cours. Cantique, air chaud, odeur de vieille moquette et de café. Je me suis glissé dans le dernier banc et je me suis assise. Mon père était au premier rang. Il s'est retourné au bruit de la porte, m'a vu. Son visage s'est illuminé. Le père fier, le diacre reconnaissant, l'homme de foi et de sacrifice. Il a levé la main et a fait signe. J'ai fait signe en retour. Un petit signe. Un signe patient. Meredith était assise à côté de lui. Elle m'a jeté un coup d'œil. Elle n'a pas fait signe. Le service s'est terminé à midi. La congrégation a défilé vers la salle paroissiale. Une pièce au plafond bas et large, avec des lumières fluorescentes et des tables pliantes disposées en rangées. Des barquettes en aluminium de ziti au four et de ragoût de haricots verts. Des assiettes en carton empilées à côté d'une tour de serviettes. Le micro sur pied près du devant, branché à un petit haut-parleur qui bourdonnait doucement. Gérald était déjà là-haut. Il l'était toujours. Il se tenait à côté du micro, les mains jointes devant lui, attendant que la salle s'installe. 120 personnes ont trouvé leur siège. Les chaises ont raclé contre le linoléum. Les enfants filaient entre les tables. Il a tapoté le micro. Bon après-midi, tout le monde. Je veux commencer par quelque chose de personnel aujourd'hui. La salle s'est tue. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma plus jeune fille, Wendy, a eu un grave accident de voiture le mois dernier. Elle a été dans le coma pendant 3 semaines. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle s'en sortirait. Il a fait une pause. Il était doué pour les pauses. Mais Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, Wendy est ici avec nous. Il s'est tourné et a fait un geste vers moi. Je me tenais près du mur du fond. Chaque tête dans la salle s'est tournée. Applaudissements. Chaleureux, sincère. Une femme au deuxième rang a pressé sa main sur son cœur. Un homme âgé a hoché la tête. En tant que père, a continué Gérald, sa voix se brisant exactement au bon moment, il n'y a rien de plus terrifiant que de faillir perdre son enfant. J'ai prié chaque nuit. Je n'ai jamais quitté son chevet. J'ai senti les mots atterrir dans ma poitrine. Pas comme une blessure, mais comme une clé tournant dans une serrure. Je n'ai jamais quitté son chevet. Il a dit ça à 120 personnes qui n'avaient aucune raison de douter de lui.
La famille et tout, a-t-il dit. C'est ce que j'ai toujours enseigné à mes filles. Il m'a regardé. Il a souri. Il a ouvert les bras juste un peu, le geste universel d'un père attendant une étreinte. J'ai souri en retour. J'ai marché vers lui. La salle regardait avec des yeux doux, dans l'attente. Papa, ai-je dit assez fort pour que les 3 premiers rangs entendent. Puis-je dire quelques mots? Il n'a pas hésité. Il ne pouvait pas. Pas devant 120 personnes qui venaient de l'entendre m'appeler son miracle. Bien sûr, ma chérie. Il m'a tendu le micro. Son sourire était large, confiant. Il s'est écarté sur le côté, les mains derrière le dos, jouant parfaitement le rôle de soutien. J'ai enroulé mes doigts autour du micro. Il était chaud de sa prise. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé la salle. Merci à tous pour vos prières. Je suis vraiment reconnaissante d'être ici debout, mais je dois corriger quelque chose que mon père vient de dire. La salle était immobile. Le sourire de Gérald s'est effacé d'1 degré. Mon père n'a pas prié à mon chevet. Il a été à l'hôpital une fois, la nuit de l'accident. Il n'est pas venu prendre de mes nouvelles. Il est allé au service facturation d'abord. Ensuite, il a parlé à mon chirurgien. Je pouvais sentir Gérald bouger à côté de moi. Je ne me suis pas tourné. Il a demandé combien l'opération coûterait. Et quand ils le lui ont dit, il a dit, et ce sont ces mots exacts documentés dans un rapport d'incident de l'hôpital, laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération. Elle a été un fardeau financier toute sa vie. Silence. Pas le genre confortable, le genre qui appuie contre vos tympans. Ensuite, il a signé un ordre de ne pas réanimer. Quelqu'un au milieu de la salle a inspiré brusquement. Une femme au premier rang a couvert sa bouche. Je suis en vie parce qu'une collègue, une infirmière de cet hôpital, a trouvé mon mandataire médical, et a appelé mon ami au milieu de la nuit. Mon ami a conduit 90 minutes sous la pluie pour autoriser l'opération. Pas mon père, pas ma sœur, une amie. Gérald s'est avancé. Wendy, arrête. Tu ne sais pas ce que ton. Je n'ai pas fini, papa. Ce n'est pas l'endroit. Tu es confuse. Les médicaments, Tu as choisi une église pour mentir. Je choisis la même église pour la vérité. J'ai les dossiers de l'hôpital juste ici. La salle ne bougeait pas. Personne n'a attrapé son eau. Personne n'a vérifié son téléphone. 120 personnes retenaient leur souffle. Gérald a arrêté de parler. La porte latérale de la salle paroissiale s'est ouverte. Donald Kesley est entré, costume gris, mallette en cuir, sans se presser. Il n'a pas cherché de siège dans la salle. Il a marché directement vers l'avant, a posé sa mallette sur la table pliante la plus proche, et s'est tenu à côté de moi avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait fait cela 1000 fois. Mon père l'a vu et pour la première fois de ma vie, la première fois dont je me souvienne, j'ai vu Gérald Thomas avoir l'air sincèrement effrayé. Pas en colère, pas offensé, effrayé. Voici monsieur Donald Kesley, ai-je dit dans le micro. C'était l'avocat de ma grand-mère, Lilian. Un murmure a traversé la salle. Le nom de Lilian signifiait encore quelque chose ici. Elle avait fréquenté cette église pendant 30 ans. Ma grand-mère m'a laissé sa maison et ses économies dans un testament notarié, homologué par le tribunal il y a 5 mois. J'ai fait une pause pour laisser ça s'installer. Mon père n'en savait rien parce que ma grand-mère ne lui faisait pas confiance avec ça. Gérald a ouvert la bouche, l'a refermée. Pendant que j'étais dans le coma, ai-je continué, mon père a contrefait ma signature sur une procuration. Il a transféré la maison à son nom et il a contracté une hypothèque de 280 000 $ dessus. J'ai entendu un halètement. Puis un plat a heurté le sol quelque part près des tables du fond. La main de quelqu'un s'était relâchée. Une fourchette a cliqueté sur le linoléum. La voix de Gérald est sortie plus forte maintenant, tendue. C'est un mensonge. Eleanor a laissé cette maison à la famille, pas juste à toi. Kesley a ouvert sa mallette. Il a soulevé un seul document, le testament original, et l'a tenu pour que les gens des premiers rangs puissent voir le sceau du notaire. J'ai le testament original juste ici, monsieur Thomas. Sa voix était égale, presque douce. Uniquement à Wendy Marie Thomas. Votre nom n'apparaît nulle part dans ce document. Gérald a regardé Meredith.
Meredith fixait le sol. J'ai baissé le micro un instant et j'ai parlé directement à mon père. Sans chuchoter, sans crier, juste en parlant. Je ne suis pas là pour t'humilier, papa. Je suis là parce que tu as essayé de me laisser mourir. Et quand ça n'a pas marché, tu m'as volé. Je sais que c'est beaucoup. Si cette histoire vous frappe fort, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ont commenté des histoires comme celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer comment cela se termine, et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez dit à Gérald juste là, devant tout le monde. Ok, continuons. Gérald s'est tourné vers la salle. Sa mâchoire était serrée, ses yeux scannaient, cherchant un allié, un visage amical, n'importe qui pourrait encore être de son côté. Elle est sous lourd médicament, a-t-il dit. Sa voix était tendue mais contrôlée. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est une affaire de famille privée. Personne n'a répondu. La salle était un mur de bras croisés et d'yeux fixes. Puis une voix du dernier rang, un homme que je ne reconnaissais pas. Alors pourquoi y a-t-il un avocat ici, Gérald? Gérald n'a pas répondu. Ses yeux ont bougé vers le pasteur David, qui se tenait près de la table à café, les mains dans les poches. Gérald, a dit le pasteur doucement. Je pense que nous devrions tous écouter ça. Gérald a bougé. Il a changé de tactique comme il le faisait toujours quand l'autorité échouait. Il s'est adouci, a laissé tomber ses épaules, a laissé sa voix se briser. J'ai tout sacrifié pour cette famille. Les factures médicales de Wendy nous ont presque mis en faillite quand elle était enfant. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Je n'ai pas levé le micro. J'ai juste parlé de là où je me tenais. Clairement, de la façon dont on parle à un patient qui évite la vérité. Tu as fait ce qui était le moins cher, papa. Il y a une différence. Tu n'as aucune idée de la pression sous laquelle j'ai été. Les dettes, Il s'est arrêté. Il a réalisé ce qu'il avait failli dire. Sa bouche s'est fermée comme une porte. Meredith s'est levée de sa chaise. Son visage était blanc. Papa, arrête de parler. Gérald a saisi son bras. Dis-leur, Meredith. Dis-leur que j'essayais de protéger la famille. Meredith s'est dégagée. Elle m'a regardé. Puis le sol, puis la sortie. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. Elle a marché vers la porte. Et en passant près de moi, assez près pour que moi seul puisse entendre, elle a chuchoté 6 mots que je porterai pour le reste de ma vie, j'aurais dû appeler Déborah moi-même. Puis elle était partie. J'ai regardé la porte se fermer derrière ma sœur. La salle me regardait toujours. Je me suis retourné vers la congrégation. Je ne vous dis pas cela pour détruire mon père. Je vous dis cela parce que depuis 15 ans, il se tient à ce micro et vous dit qui il est. Je pense que vous méritez de connaître la vérité. Puis je me suis tourné vers Gérald. Il se tenait le dos presque contre le mur maintenant. Ses mains étaient sur les côtés. Le diacre confiant qui avait ouvert ce rassemblement avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Papa, voici ce qui va se passer. Ma voix était stable. Je n'avais pas besoin du micro pour cette partie. La salle était assez silencieuse pour entendre une page se tourner. Monsieur Kessler a déposé une motion auprès du tribunal du comté hier pour annuler le transfert de propriété, parce qu'il est basé sur une fausse procuration que je n'ai jamais signée. La mâchoire de Gérald s'est contractée. La banque qui a émis l'hypothèque a été informée que le titre est contesté. Le prêt est gelé. Sa main gauche a commencé à trembler. J'ai déposé un rapport de police vendredi. Faux et usage de faux, et fraude. Le notaire qui a tamponné ton document y est nommé aussi. Il a fait un demi-pas en arrière. Tu enverrais ton propre père en prison. Sa voix est sortie à vif, presque un murmure. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Sans scier. Tu as signé un papier pour laisser ta propre fille mourir. La salle paroissiale a retenu son souffle. Un enfant quelque part près du fond a posé une question à sa mère et a été rapidement réduit au silence. Je ne t'envoie nulle part, papa. Je te donne une chance de réparer les choses. C'est plus que ce que tu m'as donné. Kessler a fermé sa mallette avec un clic doux. Les dossiers sont déjà au tribunal, monsieur Thomas.
Ce n'est pas une négociation. Gérald a regardé autour de la salle une dernière fois. Je l'ai regardé faire, la lente rotation, visage après visage. C'étaient des gens qu'il connaissait depuis des années. Jim Callahan, dont il avait réparé les tuyaux chaque hiver. Suzanne Merritt, qui lui apportait du café après chaque sermon. Robert Dill, l'autre diacre, qui s'était tenu à ses côtés à chaque collecte de fonds depuis une décennie. Ils le regardaient tous en retour. Aucun d'eux n'a détourné le regard, et aucun d'eux n'a bougé vers lui. Gérald s'est assis, pas sur une chaise, mais sur la table pliante la plus proche. Il a mis son visage dans ses mains. Robert s'est approché. Il a posé une main sur l'épaule de Gérald, ferme, pas tendre. « Gérald, je pense que tu devrais partir. » Gérald s'est levé. Il a marché vers la porte. Ses chaussures ne faisaient aucun bruit sur le linoléum. Au seuil, il s'est tourné et m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Sa bouche était ouverte comme s'il voulait dire quelque chose. Une dernière réplique qui atterrirait comme ses discours atterrissaient toujours. Rien n'est sorti. Il est parti. J'ai posé le micro sur la table la plus proche. Mes mains étaient stables. Mes côtes me faisaient mal. Je m'en fichais. Je suis désolé d'avoir perturbé votre dimanche, ai-je dit à la salle. Ma grand-mère, Lilian, aimait cette église. Elle aurait voulu que la vérité soit dite ici. Deux femmes se sont avancées et m'ont serré dans leurs bras. Un homme que je ne connaissais pas m'a serré la main sans un mot. Pat, qui était arrivé discrètement avant le service et s'était tenu près de la station de café tout ce temps, a croisé mon regard à travers la pièce et a fait un seul signe de tête ferme. Puis quelqu'un a touché mon bras, une petite main usée par le temps. Je me suis retourné. Une femme âgée, cheveux blancs, cardigan, lunettes sur une chaîne autour du cou. « Je suis Doris Brennan », a-t-elle dit. Votre grand-mère et moi étions assises ensemble chaque dimanche pendant 20 ans. J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Elle me parlait de vous chaque semaine. Elle était si fière de vous, Wendy. Elle n'arrêtait jamais de parler de vous. J'avais passé toute ma vie à penser que j'étais invisible dans cet endroit, que personne dans le monde de mon père ne m'avait jamais vu. Lilian s'était assuré que ce n'était pas vrai. Dans les 24 heures, tout ce que Gérald Thomas avait construit s'est effondré. La banque a gelé l'hypothèque lundi matin. Un avocat du département des fraudes du prêteur a appelé Kessler avant midi. Le titre a été signalé comme contesté. Le prêt suspendu. Gérald ne pouvait pas accéder au fonds. Il ne pouvait pas refinancer. Il ne pouvait pas vendre. Les 280 000 $ qu'il avait déjà dépensés avaient disparu, et la dette était maintenant la sienne seule, garantie par rien. Le tribunal du comté a accepté la motion de Kessler pour annuler le transfert de propriété. Gérald a reçu une assignation à son domicile cet après-midi-là. Un huissier a frappé à sa porte à 15h15. Son voisin allait chercher le courrier et a tout vu. La police a ouvert une enquête formelle sur le faux et la fraude. Le notaire, Karl, a été nommé dans le rapport. Dès mardi, Karl avait engagé son propre avocat et coopérait avec les enquêteurs. Gérald était seul. La nouvelle a voyagé à travers l'église plus vite que n'importe quel sermon ne l'avait jamais fait. On a demandé à Gérald de démissionner de son poste de diacre par un vote unanime du conseil mardi soir. Robert Dill l'a appelé personnellement. Gérald n'a pas discuté. Il ne s'est pas présenté à la réunion. Ses clients en plomberie ont commencé à annuler. 3 le lundi, 5 de plus le mercredi. La plupart d'entre eux étaient membres de l'église. L'un d'eux, Jim Callahan, lui a envoyé un texto d'une seule phrase, « Ne viens plus chez moi ». Gérald m'a appelé à 22h ce soir-là. J'ai répondu. « Tu m'as détruit », a-t-il dit. Sa voix était plate, vidée. « Non, papa. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste arrêté de te couvrir. » Il a raccroché. Il a appelé Meredith ensuite. Elle n'a pas décroché. Une chose de plus a fait surface cette semaine-là. Kessler l'a trouvé lors d'une vérification de routine de mes dossiers. 3 ans plus tôt, Gérald avait changé le bénéficiaire de mon assurance vie, de Déborah à lui-même. Ma signature était sur le formulaire. Je ne l'avais jamais signé. Il avait un plan pour chaque version de ma mort, et aucune d'elles n'incluait de me sauver.
Meredith a appelé 3 jours plus tard. J'étais assise sur le canapé de Déborah, un coussin chauffant sur mes côtes, une tasse de thé refroidissant sur la table. Mon téléphone a vibré, son nom sur l'écran. Je l'ai fixé pendant 2 sonneries complètes avant de décrocher. Wendy. Sa voix était épaisse. Elle avait pleuré. Je dois dire quelque chose. Alors dis-le. Je savais pour le DNR. J'étais dans la salle d'attente quand papa est allé parler au médecin. Il m'a dit ce qu'il allait faire. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence faire ce que fait le silence. Et la maison, je savais pour ça aussi. Il m'a promis 85 000 $ si je gardais le silence. Et tu as gardé le silence. Oui. Pendant que j'étais dans le coma. Oui. Sa voix s'est brisée. J'avais peur de lui, Wendy. J'ai toujours eu peur de lui. Je sais que ce n'est pas une excuse. Ce n'en est pas une. Elle pleurait maintenant. Fort, de la façon dont elle pleurait quand nous étions enfants. Désordonnée, bruyante, incontrôlée. Je me souvenais de ce son. Il me donnait envie de réparer les choses pour elle. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit. Je sais que je ne le mérite pas. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. Pas pour l'instant. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer de façon saccadée, ténue. Mais je ne vais pas faire semblant que tu n'existes pas, Meredith. Si tu veux reconstruire quelque chose avec moi, pas avec l'argent de papa, tu sais où me trouver. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis, doucement, grand-mère Lilian m'a envoyé une lettre, aussi. Je me suis redressé. Elle a écrit « Je t'aime, Meredith, mais tu ressembles trop à ton père. Choisis différemment. » La ligne est devenue silencieuse. « L'as-tu fait ?» ai-je demandé. « As-tu choisi différemment ?» Elle n'a pas répondu. Parce que nous savions toutes les deux déjà. Le pardon n'est pas quelque chose que je dois à qui que ce soit. Mais la porte n'est pas verrouillée. Elle est juste fermée. Elle devra frapper. 1 mois plus tard, l'acte de propriété de la maison de Lilian était de retour à mon nom. Le tribunal a annulé le transfert un mercredi. Kesley m'a appelé à 10 h du matin avec le jugement. Je l'ai remercié. Il a dit « Remerciez votre grand-mère ». Puis il a fait une pause et a ajouté « Elle aurait adoré vous regarder dans cette salle paroissiale ». Gérald a fait face à des accusations criminelles, faux au 3e degré, fraude hypothécaire. Son avocat a conseillé une négociation de peine, probation, restitution complète, pas de prison s'il coopérait. Gérald a accepté. Il n'avait pas le choix. Les preuves étaient accablantes, et Karl, le notaire, avait déjà tout dit aux enquêteurs. Gérald a vendu sa maison pour couvrir la dette. Ce n'était pas suffisant. Le solde restant le suivrait pendant des années. Il a emménagé chez son frère à Allentown. J'ai entendu ça par Meredith, qu'il a entendu d'un cousin. Je ne l'ai pas vérifié. Je n'en avais pas besoin. Meredith a perdu 2 mandats immobiliers de membres de l'Église. Elle n'a pas perdu sa licence. Elle n'a pas été inculpée. Elle n'avait signé aucun document. Mais les gens se souvenaient. Les gens se souviennent toujours. Je suis retourné travailler à temps partiel au début. Pat a réorganisé le planning pour que je ne fasse que des gardes de jour les 2 premiers mois. Elle n'en a pas fait tout un plat. Elle m'a juste tendu la nouvelle rotation et a dit « Bon retour, Thomas ». Un samedi de fin octobre, j'ai conduit jusqu'à Norristown. Je me suis garé sur Elm Street. J'ai marché jusqu'à la maison en briques avec la balancelle qui grinçait et le jardin qui était devenu un peu sauvage. J'ai tourné la clé dans la porte d'entrée. Ma clé, dans ma porte, et je suis entré. Lavande. C'est ce que j'ai senti en premier. Les sachets de lavande de Lilian glissaient dans chaque tiroir et placard. L'odeur d'une femme qui avait tout prévu. Sa photo trônait sur le manteau de la cheminée. Nous deux sur la balancelle, plissant les yeux au soleil. Je ne me souviens pas qui l'a prise. Je me suis assise dans son fauteuil à bascule. Je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je me suis juste assise. Pour la première fois, j'étais dans une maison qui était la mienne.
Non pas parce que j'avais gagné l'approbation de qui que ce soit, mais parce que quelqu'un m'avait aimé assez pour s'assurer que j'irais bien. Je croyais autrefois qu'être une bonne fille signifiait absorber tout ce que ma famille me lançait. Chaque insulte, chaque culpabilisation, chaque fois que mon père me rappelait ce que je lui avais coûté, je prenais tout et je disais « merci ». Parce que je pensais que c'était ce que l'amour exigeait. Silence, gratitude, obéissance. J'avais tort. Poser une limite, ce n'est pas une vengeance, c'est de la survie. Et parfois, la survie ressemble à un homme calme dans un costume gris, une pile de papiers notariés, et le courage de se tenir devant 120 personnes et de dire « Voici ce qui s'est réellement passé ». Je ne déteste pas mon père. Le haïr signifierait qu'il contrôle toujours ce que je ressens. Ce n'est pas le cas. Plus maintenant. C'est un homme qui a fait des choix terribles, poussé par des dettes qu'il était trop fier pour admettre et une addiction qu'il avait trop honte d'affronter. Cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Mais cela explique pourquoi je n'ai plus besoin de porter son poids sur mes épaules. Si vous regardez ceci et que vous vous voyez quelque part dans mon histoire, dans la culpabilité, dans le silence, dans la croyance ancrée jusqu'à l'os que vous devez quelque chose aux gens qui vous ont blessé, je veux que vous entendiez ceci clairement. Vous ne devez votre santé à personne. Vous ne devez votre maison à personne. Et vous ne devez certainement votre vie à personne. Ma grand-mère Lilian m'a appris ça. Pas avec des leçons, pas avec des cris, mais avec une lettre, une maison, et un avocat nommé Kesley. Je vais toujours à l'église, au fait. Une église différente, le même Dieu, une congrégation plus petite, un café plus convivial, et je m'assois au premier rang. Non pas parce que j'ai besoin d'être vu, mais parce que j'ai fini de me cacher au fond. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Si l'histoire de Wendy a résonné en vous ou vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quelle limite avez-vous posée qui a changé votre vie? J'adorerais entendre votre histoire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, vérifiez la description. Il y en a une qui vous attend et avec laquelle je pense que vous vous connecterez encore plus. Abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine.